Des lumières bleues perçaient le crépuscule, tranchant la lumière déclinante comme des couteaux froids. La main d'un officier blanc planait près de son arme, tendue et prête. À l'intérieur d'une élégante voiture de patrouille roulant lentement à travers Thompson Heights, le quartier le plus exclusif de la ville, l'air était chargé de jugement tacite. De l'autre côté de la vitre teintée, un homme noir était assis derrière le volant, calme et posé. Il a silencieusement tendu non pas un permis, mais un badge de chef de police. L'officier James Brennan se figea au milieu d'un ricanement. Le mépris disparut de son visage en un instant, remplacé par une panique pure et simple. La caméra du tableau de bord a capturé sa transformation en 5 secondes dévastatrices. De l'autorité ivre de pouvoir à la vulnérabilité exposée. Les yeux du conducteur observaient Brennan avec un calme froid et évaluateur. Il avait déjà vu ce genre de réaction auparavant, mais jamais de la part de la personne qui la recevait. Chaque micro-agression. Tout abus de pouvoir. Chaque moment qui met fin à une carrière. Les 60 secondes suivantes allaient décider de plus d'un destin. Brennan arpentait les rues immaculées de Thompson Heights, des manoirs de bon goût nichés derrière des pelouses impeccables, des valeurs immobilières si élevées qu'elles excluaient toute personne jugée indésirable. Il se considérait comme le protecteur de l'épine dorsale de la ville. Son dossier de service était impeccable, 15 ans dans la police, 3 distinctions pour sa bravoure, et le respect de ses pairs. Ce qui n'apparaissait pas sur le papier, c'était la taxonomie mentale qu'il avait développée. Qui appartient à où? Qui mérite un examen minutieux? Qui mérite le bénéfice du doute? Dispatch, je suis au 108 à Thompson Heights, a-t-il radiographié, les yeux scrutant les rues calmes. Tout est calme jusqu'à présent. Mais dans son esprit, une histoire différente se jouait. Ces quartiers avaient besoin d'être protégés des éléments extérieurs. Il y avait une raison pour laquelle les valeurs immobilières restaient très élevées. Il y avait une raison pour laquelle les gens se sentaient en sécurité. Il faisait partie de cette raison. À quelques rues de là, Edward Madison ajustait son rétroviseur, parcourant des routes inconnues avec une aisance éprouvée. Sa Mercedes glissait en douceur dans les virages. Hier, le camion de déménagement avait livré l'essentiel à la maison. Aujourd'hui, il aidait sa famille à s'installer avant lundi, date à laquelle il deviendrait officiellement le nouveau chef de la police de la ville. Après 22 années de service distingué à Atlanta, culminant en tant que commissaire adjoint, Edward avait accepté ce poste pour mettre en œuvre le modèle de police communautaire qu'il défendait depuis des années. La transition n'a pas été facile pour sa famille, mais la promotion a valu tous les sacrifices. À un arrêt à 4 voies, Edward ralentit et vérifia son GPS. Encore 2 tours jusqu'à la maison. Son esprit a parcouru les priorités de la semaine, rencontrer le personnel clé, revoir les politiques, établir des relations avec les dirigeants de la communauté. À 2 pâtés de maison de là, Brennan a repéré la Mercedes. Voiture chère. Conducteur noir. Visage inconnu. Drapeau manteau levé, automatique et non exprimé. Il n'a pas eu cette pensée consciemment, c'est simplement arrivé. La surveillance est justifiée. Il le suivit à distance, en observant. La Mercedes a légèrement grillé un stop, puis a continué sa route. Une violation mineure. Une violation que Brennan aurait pu ignorer, n'importe quel autre jour. Mais pas aujourd'hui. Les phares de la voiture de patrouille ont clignoté. Edward le remarqua immédiatement. Il a vérifié sa vitesse, a mis son clignotant et s'est arrêté sur le trottoir. Il prit une profonde inspiration, les mains fermement sur le volant, attendant. Brennan s'approcha avec une lenteur calculée. Ses yeux scrutaient les vitres teintées à la recherche de mouvement. Sa main droite reposait près de son étui, n'attirant pas l'attention sur l'arme, mais étant prête. Des années d'arrêt lui avaient appris à s'attendre à l'inattendu. Edward étudia la démarche délibérée de l'officier, la main positionnée. Il avait formé les officiers aux procédures, mais il savait reconnaître quand la prudence se transformait en intimidation. Il est resté parfaitement immobile. La fenêtre glissa silencieusement vers le bas. Edward offrit un sourire neutre. « Bonjour, officier. » Brennan se tenait légèrement derrière le cadre de la porte, le corps incliné pour établir sa domination. Permis et immatriculation. Sais-tu pourquoi j'ai été arrêté? La voix d'Edward était posée. Excès de vitesse, devina-t-il. Tu as grillé ce panneau d'arrêt là-bas, dit Brennan, la voix lourde d'accusation. C'est un quartier sûr. Nous prenons le code de la route très au sérieux ici. Edward hocha la tête.
Je m'excuse si je ne me suis pas complètement arrêté. Je suis encore en train d'apprendre la région. Tu es nouveau dans le quartier. La question de Brennan avait un poids inexprimé. C'est une belle voiture. Qu'est-ce qui vous amène à Thompson Heights? Édouard attrapa lentement son portefeuille. J'ai récemment déménagé pour le travail, a-t-il déclaré en remettant son permis. Il a envisagé de révéler sa position, mais a choisi de ne pas le faire. Il s'agissait de données brutes, un aperçu concret de son nouveau département. Brennan prit le permis, le regard critique. J'aurai également besoin de l'enregistrement, a-t-il dit. Édouard le récupéra délibérément, le lui tendant avec un contact visuel constant. Attendez ici, ordonna Brennan en retournant à sa voiture de patrouille. À l'intérieur, Brennan a contacté son partenaire par radio. J'ai reçu un 1029 sur un homme noir à Thompson Heights. Véhicule au-dessus de son niveau de rémunération. Information en cours. Connais-tu quelqu'un? Plaque d'immatriculation hors de l'état. Il est probablement juste de passage, là où il n'a rien à faire, fut la réponse crépitante. Brennan rigola en tapant les informations d'Édouard dans l'ordinateur. Tu sais comme ils aiment passer par ici en faisant semblant. Édouard resta assis, immobile, regardant Brennan à travers le rétroviseur. Son visage était neutre, mais son esprit cataloguait chaque violation de procédure, chaque phrase chargée, chaque micro-agression. En tant qu'ancien agent des affaires intérieures, les schémas m'étaient familiers. En tant que sujet, ils avaient un poids nouveau. Brennan est retourné à la Mercedes, sa posture étant désormais différente, affirmée, les épaules droites. La vérification informatique n'a rien révélé concernant un dossier de conduite vierge, une adresse en Géorgie. Cela dérangeait Brennan plus qu'il ne l'admettait. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, et il avait rarement tort. Sortez du véhicule, s'il vous plaît, ordonna Brennan. Édouard fit une pause. Puis-je vous demander pourquoi, officier Brennan? La plaque signalétique de Brennan était désormais visible alors qu'il s'approchait. Procédure standard, mentit Brennan avec aisance. Lorsque nous recevons des visiteurs de l'extérieur de l'État dans des zones résidentielles, nous aimons être minutieux. Édouard savait que ce n'était pas la norme pour un arrêt roulant. C'était une escalade sans cause. Pourtant, il s'exécuta. Il ouvrit lentement la porte et marcha sur le trottoir. Faites face au véhicule, les mains sur le capot, s'il vous plaît. Édouard obéit, sentant le métal chaud de la voiture de luxe sous ses paumes. Une voiture qui passait ralentie, ses occupants regardant la scène se dérouler. Un homme noir bien habillé arrêté par un policier blanc dans un quartier aisé. Édouard n'a pas échappé à l'optique. Écartez les pieds, dit Brennan, commençant une fouille inutile. Édouard endura en silence, conscient des regards qui le surveillaient depuis les maisons voisines. De l'autre côté de la rue, une femme promenant son chien ralentissait, l'inquiétude visible sur son visage. « Qu'est-ce qui vous amène à Thompson Heights aujourd'hui » demanda Brennan, après une fouille complète, mais gardant Édouard à distance. « Comme je l'ai mentionné, j'ai récemment déménagé pour le travail. » Quel genre de travail cela pourrait-il être? L'insinuation pesait lourd. Les forces de l'ordre, répondit Édouard honnêtement, mais il se retint. Brennan marqua une pause. Agent de sécurité. Quelque chose comme ça. Brennan fit un geste vers le trottoir. Asseyez-vous là pendant que je vérifie quelques détails supplémentaires. Édouard s'assit sur le trottoir, l'indignation s'installant. Son costume sur mesure, d'une valeur supérieure au salaire mensuel de Brennan, ramasse désormais la poussière au bord de la route. Il resta calme, regardant Brennan retourner à sa voiture. La femme avec le chien s'est approchée avec hésitation. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle en regardant Édouard et l'officier. « Tout va bien, madame » interrompit Brennan. « Je gère juste une situation. Tu peux continuer ton chemin. »« J'habite juste là » dit-elle à contre-cœur. « Êtes-vous sûr, madame ?» La voix de Brennan se durcit légèrement. « Ce monsieur n'est pas d'ici. Nous nous assurons simplement que tout est en ordre. » Affaire de police. La femme hésita, jeta un regard d'excuse à Édouard, puis continua de marcher, lançant des regards nerveux derrière elle. Édouard mémorisa son visage, un témoin potentiel. Il nota également le numéro de badge de Brennan et l'identification de sa voiture de patrouille, des détails déjà gravés dans sa mémoire après des années d'enquête. Son humiliation avait désormais un but.
Chaque instant qui passait contribuait à l'image complète qu'il dressait méticuleusement des agissements du service. De l'autre côté de la rue, un adolescent à vélo s'arrêta, son téléphone enregistrant clairement la scène. Brennan ne le remarqua pas, entièrement concentré sur Edward et la vérification de son ordinateur. Edward ne donna aucun signe d'avoir vu le garçon, mais intérieurement, il reconnut un autre témoin qui documentait silencieusement la rencontre. Ce que l'agent Brennan ne pouvait pas voir, c'était le message texte qu'Edward venait d'envoyer, ni les multiples témoins qui enregistraient maintenant tout l'incident depuis leur Porsche. Après près de 20 minutes de retenue inutile, Brennan revint avec le permis d'Edward et un avertissement. Il les lui tendit avec une expression professionnellement neutre qui ne parvint pas à le toucher. Juste un avertissement aujourd'hui, monsieur Madison. Assurez-vous de vous arrêter complètement aux intersections à l'avenir. Son ton changea légèrement, se transformant en quelque chose de plus personnel. À Thompson Heights, beaucoup d'enfants jouent. Nous prenons la sécurité routière très au sérieux ici. Edward accepta les papiers d'une main ferme. Merci, officier. Et puisque tu es nouveau dans le quartier, ajouta Brennan, sache que nous patrouillons régulièrement dans ces rues. Je te surveillerai. La menace, déguisée en police de proximité, n'a pas échappé à Edward. Il hocha la tête une fois, puis retourna à sa voiture à pas mesurés. Ce n'est qu'une fois la porte fermée qu'il s'autorisa à expirer profondément, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Derrière lui, la voiture de patrouille s'attardait, les phares toujours allumés. Edward démarra sa Mercedes et démarra lentement, signalant parfaitement son virage. Dans le rétroviseur, il observait Brennan le regardant jusqu'à ce que la route tourne, brisant leur connexion visuelle. 2 pâtés de maison plus tard, Edward s'est garé sur le parking d'un café. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère contrôlée. Le genre qui n'explose pas mais qui brûle régulièrement, alimentant le but plutôt que la destruction. Il prit son téléphone et composa un numéro de mémoire. Catherine, c'est Edward Madison. Sa voix est restée professionnelle malgré l'adrénaline qui le parcourait encore. Oui, je suis en ville. En fait, je viens de recevoir un accueil chaleureux de la part d'un de nos officiers. Il écouta brièvement. Non, je préfère ne rien faire immédiatement. Cela pourrait être utile. Oui, une occasion d'apprendre. Pourriez-vous récupérer les images de la caméra embarquée de la voiture de patrouille de l'agent James Brennan aujourd'hui? Vers 14h30. Ayez-les à disposition, mais n'en parlez à personne pour l'instant. Il a mis fin à l'appel, puis a rouvert ses contacts. Le directeur municipal qu'il avait recruté méritait de le savoir, mais Edward a soigneusement formulé sa réponse lorsque l'homme a répondu. Robert, c'est Edward. Je suis arrivé en ville. Oui, la maison est convenable. Écoute, il s'est passé quelque chose aujourd'hui dont tu devrais être informé, mais je ne souhaite pas que des mesures immédiates soient prises. Il a expliqué l'arrêt de la circulation en détail clinique, en mettant l'accent sur les faits plutôt que sur l'émotion. L'indignation du directeur de la ville devint audible, mais Edward resta calme. Non, je veux m'en occuper moi-même. Ça m'a apporté des informations précieuses. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'un seul agent. Ce sont des données. Il s'arrêta. J'apprécierai votre discrétion jusqu'à ce que je commence officiellement lundi. Pendant ce temps, Brennan s'est garé dans une supérette à 3 km de là, contactant à nouveau son partenaire par radio. Ce type de Madison. Rien n'a été trouvé. Casier judiciaire vierge. Il semblait presque déçu. Mais quelque chose clochait. Le type disait travailler dans les forces de l'ordre, mais il avait un comportement étrange. Probablement un agent de sécurité du centre commercial, ou quelque chose comme ça, essayant de paraître important. Tu l'as laissé partir, demanda son partenaire. Je l'ai prévenu. Je me suis assuré qu'il savait qu'on le surveillait. Brennan gloussa. La prochaine fois, Betty prendra le chemin le plus long, autour de Thompson Heights. Tu es terrible, mec, répondit son partenaire. Mais il y avait un rire gêné dans sa voix. Un de ces jours, cette attitude va te rattraper. Tu fais ça depuis 15 ans. Brennan a rejeté cette inquiétude. Je connais ce genre de personne. Fais-moi confiance. De retour dans sa nouvelle maison, Edward accueillit sa femme et sa fille avec une joie forcée. Lorsque sa femme a remarqué sa distraction et lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a fourni une version simplifiée. Juste un contrôle routier mineur.
Rien de grave. Ses assurances n'étaient pas entièrement convaincantes. Était-ce parce que sa femme n'avait pas terminé sa question? Probablement, pensa Édouard. Mais cela m'a en fait apporté une certaine clarté sur les priorités du département. Plus tard dans la soirée, une fois les affaires familiales réglées, Édouard s'assit à son bureau avec la citation d'avertissement devant lui. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper un compte rendu détaillé de l'incident, heure, lieu, information sur l'agent, séquence des événements, violation de procédure, témoin. Le document ressemblait à un rapport des affaires internes, car c'est exactement ce qu'il était. Il a passé en revue les politiques du département en matière de contrôle routier, soulignant chaque infraction. Une fois terminé, il a sauvegardé le document et a envoyé un autre email demandant les transmissions radio de la voiture de patrouille de Brennan pendant l'arrêt. Après des décennies passées dans l'application de la loi, la collecte de preuves est devenue une seconde nature. La différence était désormais qu'il avait l'autorité de garantir les conséquences. Exactement une semaine plus tard, l'officier Brennan se rendrait à la réunion d'information du matin et découvrirait une surprise qui lui glacerait le sang. Le soir venu, Édouard avait installé un bureau temporaire dans une salle de conférence du siège, sa présence n'étant connue que d'une poignée d'employés administratifs tenus au secret. Des dossiers personnels jonchaient la table, méticuleusement classés selon des schémas que lui seul connaissait, dossiers de plainte, félicitations, missions de patrouille, statistiques d'arrestation. Ces données racontaient des histoires qui allaient bien au-delà des incidents isolés. Une tendance s'est dégagée, centrée autour de Brennan et de 4 autres policiers partageant des marqueurs comportementaux similaires. Plus inquiétant encore était le fait que les superviseurs aient rejeté les plaintes de civils contre ces policiers, créant ainsi un environnement où la responsabilité s'est évaporée avant d'atteindre des niveaux significatifs. Édouard prenait des notes d'une écriture précise, cartographiant des connexions invisibles pour ceux qui sont intégrés au système. Il ne s'agissait pas seulement de racisme, mais de pouvoir, de responsabilité et de l'effet corrupteur d'une autorité incontrôlée. Les solutions devaient s'attaquer au dysfonctionnement à tous les niveaux. Alors qu'Édouard examinait les plaintes, un nom apparaissait à plusieurs reprises dans les déclarations des témoins, celui de quelqu'un qui pourrait faire s'écrouler tout le château de cartes. Ce soir-là, Édouard arriva au centre communautaire de Westfield Avenue, à la limite entre Thompson Heights et le quartier plus diversifié de Parkside. Habillé de façon décontractée, sans aucun signe de sa profession ni de son nouveau poste, il entra dans le bâtiment qui accueillait le forum communautaire de ce soir sur les relations entre la police et la communauté. C'était un événement habituel, auquel participaient généralement les mêmes citoyens frustrés et les mêmes représentants des services de police sur la défensive. Édouard prit place au dernier rang, carnet à la main, observant silencieusement sans s'engager, cataloguant les visages et les dynamiques. Le modérateur, un instituteur à la retraite, conserva une neutralité admirable malgré la tension évidente dans la salle. « J'ai déposé 3 plaintes pour des contrôles routiers ciblés dans mon quartier », a déclaré fermement une femme noire d'âge moyen. À chaque fois, l'enquête s'est conclue par des preuves insuffisantes malgré la multiplicité des témoins. Un représentant de la police a proposé des réponses empiriques sur les voies et les procédures à suivre. Édouard remarqua que le langage bureaucratique créait de la distance plutôt que du lien. La frustration de la femme grandissait visiblement à chaque absence de réponse. Après la réunion, Édouard l'aborda sur le parking. « Madame Washington, j'ai trouvé vos commentaires très éclairants. » Elle le regarda avec une suspicion justifiée. « Et toi ?» Edward Madison, répondit-il. « Je suis nouveau dans la ville et j'essaie de comprendre les préoccupations de la communauté. Ce n'est pas un mensonge, même si c'est incomplet. Seriez-vous prêt à partager davantage de vos expériences avec le département ?» Son hésitation dura quelques secondes avant qu'elle ne décide de lui faire confiance. « Si tu es vraiment intéressé, on se retrouve tous les jeudis au Riverside Coffee. » Édouard a accumulé des contacts similaires tout au long de la semaine, conversations informelles, coordonnées, invitations à des rassemblements communautaires. Il a bâti un réseau de voix systématiquement exclues des canaux officiels, chacune apportant des pièces au puzzle. De l'autre côté de la ville, dans un bar populaire auprès des forces de l'ordre, Brennan était assis avec un groupe d'agents de son service. Le rituel du soir était composé de bières fraîches, de ragots et de quelques plaintes occasionnelles concernant l'administration. « J'ai entendu dire que nous aurions un nouveau chef la semaine prochaine », a déclaré l'officier Rivera, faisant signe pour un autre tour. « À quoi bon ?» a balayé Brennan. Encore un politicien en uniforme. Ils arrivent en parlant de réforme, puis réalisent qu'ils ont plus besoin de nous que nous deux. On dit que celui-ci vient d'Atlanta,
a-t-il ajouté. Le sergent Miller, un génie qui a transformé leur service de police de proximité. De la police de proximité, se moqua Brennan. Un café avec des râleurs pendant que les vrais crimes se produisent ailleurs. Je ne sais pas, intervint prudemment l'agent Taylor. Les services qui entretiennent de solides relations avec la communauté obtiennent de meilleurs renseignements et davantage de témoins coopèrent. C'est ça ton évaluation professionnelle après tes 2 années dans la police? Le ton de Brennan était suffisamment tranchant pour que Taylor fasse immédiatement marche arrière, répétant simplement ce qu'on leur avait appris à l'académie. La conversation s'est orientée vers des sujets plus sûrs, projets de week-end, sport, plaintes concernant l'équipement. Sous-jacent, un courant de résistance au changement s'est manifesté, notamment de la part d'officiers comme Brennan, dont l'identité et l'autorité restaient étroitement liées. Edward a passé sa 3e soirée au quartier général à visionner les images des caméras piétons de Brennan et d'agents présentant des plaintes similaires. Il a identifié l'agente Sarah Jensen, une ancienne de 5 ans dont les rapports contredisaient parfois ceux de Brennan lorsqu'ils répondaient ensemble aux appels. Ces évaluations de performance ont révélé un excellent engagement communautaire, mais ont freiné ses perspectives de promotion. Le lendemain matin, Edward organisa une rencontre informelle avec Jensen dans le gymnase du département, se présentant comme un nouveau transféré sans révéler son grade. Leur conversation, restée professionnelle, permit à Edward de mieux comprendre la dynamique du département, sans se soucier de sa position. Un environnement difficile, a demandé Edward entre les séries. Jensen a soigneusement pesé sa réponse. Comme partout, les bons officiers font de leur mieux. Et les moins bons. Sa pose en disait long. Protégé par les bonnes relations, comme dans n'importe quel service, j'imagine. Edward a établi des liens similaires avec d'autres agents identifiés par le biais d'évaluation du personnel, ceux ayant des antécédents de plaintes éthiques, des engagements d'engagement communautaire ou des modèles de signalement divergents de ceux des agents problématiques. Un réseau d'ombre s'est formé, invisible pour ceux qui croyaient le statu quo immuable. Vendredi après-midi, un courriel adressé à l'ensemble du personnel a été diffusé annonçant la présentation du nouveau chef de police lundi. Aucune information biographique, aucune photo, juste l'heure et le lieu de la réunion. Les spéculations se sont répandues dans tout le département. Les officiers comme le personnel civil ont élaboré des récits sur les changements à venir. Brennan lut le courriel avec indifférence. Encore un procès qui explique aux policiers comment faire la police, commenta-t-il à Diaz. 2 semaines de discussion sur la réforme, puis retour à la réalité. On ne sait jamais, répondit Diaz. Ce sera peut-être différent cette fois. Brennan rit. Quand est-ce que quelque chose a vraiment changé ici pour la dernière fois? On survivra à celui-ci, comme aux autres. Le week-end s'est déroulé dans des murmures et des spéculations, mais personne, et surtout pas l'officier Brennan, n'aurait pu prédire ce que révélerait lundi matin. Le lundi arriva avec le rythme prévisible des changements d'équipe. Les officiers se rassemblèrent dans la salle de briefing, se répartissant naturellement selon leurs groupes habituels. Brennan et son entourage occupèrent le dernier rang, tasse à café à la main, échangeant des anecdotes du week-end ponctuées de rires entendus. Le silence se fit lorsque le capitaine Rodriguez monta à l'estrade. Son attitude habituellement détendue paraissait légèrement tendue, une observation qui ne manqua pas d'intéresser les officiers les plus perspicaces. « Bonjour », commença Rodriguez. Comme vous le savez tous, nous accueillons aujourd'hui notre nouveau chef de police. J'attends de chacun qu'il fasse preuve du professionnalisme et du respect qui caractérise ce service. Brennan se pencha vers l'officier Miller, murmurant quelque chose qui déclencha un rire étouffé. Rodriguez marqua une pause, jetant un coup d'œil dans leur direction avant de poursuivre. Le chef Madison nous rejoint avec un bilan impressionnant d'innovation et de leadership. Son travail à Atlanta a révolutionné leur service de police de proximité et a considérablement réduit les taux de criminalité et les plaintes des civils. Brennan leva les yeux au ciel, le geste capté par plusieurs officiers qui s'étaient positionnés stratégiquement dans la pièce, les alliés silencieux d'Edward identifiés au cours de la semaine passée. Sans plus attendre, Rodriguez a conclu, « Veuillez accueillir le chef Edward Madison ». La porte latérale s'ouvrit. Edward entra, vêtu de l'uniforme officiel du chef de service. Des étoiles brillaient sur son col. Sa posture exprimait une autorité sans arrogance, son expression professionnellement neutre tandis qu'il observait la pièce. Au dernier rang, la tasse de café de Brennan se figea à mi-chemin de sa bouche. La reconnaissance se lut progressivement sur son visage, confusion, incrédulité, puis la vague conscience de sa vulnérabilité. La tasse s'abaissa lentement,
comme s'il avait oublié qu'il la tenait. Edward s'est avancé vers le podium sans saluer spécifiquement Brennan, bien que plusieurs officiers aient remarqué que son regard s'attardait brièvement sur la rangée du fond. « Merci, capitaine Rodriguez », la voix d'Edward résonna aisément dans la pièce soudain silencieuse. « J'apprécie votre accueil et me réjouis de travailler avec chacun d'entre vous. » Sa présentation s'est déroulée avec une précision méthodique, priorité du service, initiative d'engagement communautaire, mesures de responsabilisation. Chaque point faisait référence à des politiques spécifiques qui répondaient directement aux problèmes soulevés par le contrôle routier de Brennan, sans jamais mentionner l'incident. Les caméras corporelles resteront activées lors de toutes les interactions avec les civils, a souligné Edward. Sans exception. Elles protègent le public et les agents contre les malentendus et les fausses déclarations. L'atmosphère dans la salle de briefing change sensiblement lorsque le chef Edward Madison donne ses directives, une rupture décisive avec les réformes vagues au profit d'une responsabilisation concrète et d'une police de proximité. Les policiers écoutent attentivement Madison privilégier la sécurité au quota de contravention, annonçant ainsi une nouvelle ère d'intégrité. James Brennan, autrefois imposant, s'effondre sous le poids des plaintes et des preuves qui s'accumulent contre lui. Ses collègues prennent subtilement leur distance, sentant sa vulnérabilité. Lorsque Brennan tente de s'éclipser discrètement, Madison le rappelle pour une confrontation directe à un moment crucial qui met à l'épreuve la détermination du nouveau commandement. Lors d'une réunion tendue, Madison présente à Brennan des images de caméras embarquées et de multiples dossiers de plaintes mettant en évidence une pratique de répression excessive et partiale, notamment à l'encontre des conducteurs issus de minorités dans les quartiers aisés. Malgré les tentatives de son avocat pour esquiver les accusations, les preuves sont indéniables. Madison offre à Brennan un choix difficile, s'engager dans un processus rigoureux de responsabilisation et de réhabilitation ou s'exposer à des sanctions disciplinaires susceptibles de mettre fin à sa carrière. Le dialogue explore la lutte de Brennan contre le déni, le conditionnement culturel et la reconnaissance de préjugés implicites, soulignant la complexité d'une réforme systémique. Le panel d'audition est composé d'un mélange diversifié de responsables des forces de l'ordre, de membres de la surveillance civile, d'experts en éthique et de membres de la communauté met l'accent sur une responsabilisation fondée sur l'honnêteté et le développement. En 6 mois, le service se transforme de manière visible et structurelle. Le recrutement s'élargit, la formation sur les préjugés et l'éthique s'intensifie, et l'engagement communautaire s'approfondit. Les schémas de plainte évoluent, le moral se rééquilibre et les conseils consultatifs gagnent en influence. Le leadership de Madison attire l'attention régionale comme un modèle de changement significatif sans compromettre l'efficacité des services de police. Le parcours de Brennan de la défensive à l'acceptation réticente et à l'engagement communautaire continu illustre les défis et les possibilités d'une réforme institutionnelle. Son mentorat auprès de Madame Washington, défenseur de la communauté, marque un moment fort de réconciliation et d'éducation. Le récit culmine avec une foire de la sécurité communautaire symbolisant la nouvelle relation entre la police et les citoyens, la coopération remplace la suspicion, le service remplace l'autorité. Le respect professionnel évolué de Madison et Brennan met en lumière le potentiel de transformation lorsque le pouvoir est exercé avec humilité et détermination. Cette histoire met en lumière la dynamique universelle de l'autorité où que ce soit dans la police, sur le lieu de travail, à l'école ou dans le secteur de la santé, révélant que le pouvoir peut protéger ou nuire selon qui le détient et comment. Le point de vue rare d'Edward Madison, passant du statut de victime d'abus à celui d'acteur du changement, offre un modèle prometteur pour affronter et guérir les inégalités systémiques.